France Culture. Xavier Mauduit. La recherche, une histoire de famille. Dans la famille Crouzet, je demande Henri, Maurice, François, Denis, Elisabeth, Guillemette, historienne, historien, le père, la mère, la fille, le grand-père et plus encore. C'est une histoire d'héritage, c'est une histoire d'héritier. En écho au livre des sociologues Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, c'est une histoire de famille, une histoire de recherche. Est-ce que vos enfants... 62 de père en fils, il y a l'évocation du fait de retrouver chez ses enfants quelque chose de nous. On va voir si c'est le cas aujourd'hui avec la famille Crouzet. Bonjour Elisabeth Crouzet-Pavon. Bonjour. Bonjour Denis Crouzet. Bonjour. Je voudrais juste commencer par la matérialité pour bien comprendre un peu ces univers. Elisabeth Crouzet-Pavon, ça se passe comment chez vous, le classement des livres? Il y a des bibliothèques séparées selon les univers explorés? Bien sûr, il y a des bibliothèques séparées et heureusement, puisque chacun de nous deux avons déjà du mal à nous retrouver dans nos propres bibliothèques. Donc il y a la bibliothèque du XVIe siècle pour vous, Denis Crouzet? Oui, ou ce qu'il en reste, parce que j'en ai déjà donné une grande partie, ne pouvant plus retrouver justement dedans ce que je cherchais, et donc c'était en pure perte que je collectionnais les livres. Elisabeth Crouzet-Pavon, la bibliothèque vénitienne de votre côté? La bibliothèque surtout italienne, oui, qui est bien séparée. Mais enfin, nous avons quand même un certain nombre de livres en commun, les livres de la formation et puis les livres de sciences sociales, d'anthropologie, de critique littéraire, de philosophie. Ces livres en commun, ce sont lesquels alors? Quels seraient les livres passages obligés que l'on trouve dans une bibliothèque commune? Les grands noms qui sont totémiques pour nous, Marc Bloch, Lucien Febvre par exemple, mais aussi les livres de ceux qui nous ont formés, moi Denis Richet, Pierre Chaunu, et puis pour Babette d'autres référents. Oui, Pierre Toubert, les structures du Latium médiéval. Mais enfin bon, celui-là, tu l'as lu, mais il n'est plus vraiment en commun. Il est rentré dans ma bibliothèque. Oui, parce qu'il y a de ça aussi. Ça arrive parfois de se dire, mais il est où ce livre-là? Exactement. C'est Denis qui l'a pris. Voilà. Dites-moi, dans cette histoire-là, c'est une histoire d'héritage, je l'ai dit, on hérite aussi des bibliothèques de ses parents. Où sont-elles, ces bibliothèques? Parce qu'on va avoir le temps aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, de développer cette grande famille d'historiens, d'historiennes. Les bibliothèques héritées, Denis Crouzet? Alors, la bibliothèque de mon père, il y avait au moins 7000 livres que nous avons retrouvés à sa mort. Personne n'en voulait, aucune institution n'en voulait. Finalement, nous l'avons donné à la Sorbonne à Abu Dhabi, exactement comme nous avons donné ensuite une partie de nos livres pour ne pas laisser à notre fille, qui est présente alors aujourd'hui, la corvée de savoir qu'est-ce qu'il faut en faire quand mais on elle disparaît. a quand même récupéré un certain nombre des livres de François Crouzet. Voilà. Oui, sur l'histoire économique britannique ou... Guillemette Crouzet est avec nous aujourd'hui. Bonjour Guillemette Crouzet. Bonjour. Vous êtes agrégée d'histoire, docteur en histoire contemporaine de l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes chercheuse postdoctorale à l'Institut universitaire européen de Florence en Italie. Avec cette réflexion, nous avons autour des livres. Votre jeunesse, au milieu de tous ces livres, vous aviez une place pour ranger vos jouets quand même, un peu? Oui, je n'ai pas eu une enfance martyre, j'ai eu de la place tout à fait pour mes jouets, pour beaucoup de jouets, mais j'ai eu aussi ma propre bibliothèque. Effectivement, comme ma mère me l'a dit, j'ai hérité de livres, on m'en a donné beaucoup aussi à lire, et puis maintenant j'ai aussi ma propre bibliothèque avec un peu d'histoire de l'Inde, un peu d'histoire de l'Empire ottoman, de l'histoire du Moyen-Orient, de l'histoire de l'océan Indien, mais il y a aussi certains classiques, comme par exemple Braudel, il y a aussi des sciences sociales, de l'anthropologie. Donc j'ai eu des jouets, mais j'ai aussi pu me faire ma propre bibliothèque. Et c'est important de commencer jeune. Guillemette Crouzet, je parlais de l'ouvrage de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, Les héritiers. C'est pas la même chose, effectivement, de faire des études d'histoire quand il y a déjà une bibliothèque à la maison. Vous en étiez consciente, évidemment, j'imagine, de cet avantage d'avoir directement tous les auteurs que vous citez là à portée de main. Oui, bien sûr, c'est une richesse, c'est un capital. Vous citiez Bourdieu, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé, mais je crois que j'ai aussi fait d'autres rencontres dans mon parcours qui m'ont ouvert à
d'autres champs historiographiques et donc, je vous le disais, à d'autres livres, à d'autres auteurs. Mais comme mes parents, j'ai aussi des classiques que je vous dis que j'ai lus, que je relis et qui me servent tous les jours. Je citais par exemple la Méditerranée de Braudel. Et donc c'est bien sûr quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans mon parcours. Avec ces livres qui nous viennent des aînés, des générations précédentes, et puis les livres que l'on apporte soi-même dans ce que vient de dire Guillemette Crouzet, il y a aussi peut-être le fait qu'elle vous apporte aussi des livres. Dans l'échange qu'il y a, dans l'échange familial, ça est arrivé parfois qu'elle vous dise « Non, là, c'est ça qu'il faut lire actuellement ». Elisabeth Crouzet-Pavant. Oui, absolument. Je dois dire que c'était pour moi, mais je pense aussi pour Denis, une chance d'avoir une fille travaillant sur les espaces, en particulier du sud-est asiatique, l'océan Indien, etc. Et j'ai découvert grâce à elle toute une historiographie qui est, je pense, assez mal connue en France et qui m'a servi pour ma propre réflexion. Il est certain que tout ce qui a été écrit, enfin à partir des subaltern studies, mais enfin c'est une historiographie en enrichissement constant, a été pour moi une découverte et une découverte féconde. Et Denis Crouzet, pareil, hein, j'imagine. Même processus d'acculturation au sein de la famille, quand j'ai découvert la richesse de cette historiographie, surtout britannique, mais aussi maintenant indienne, voire chinoise, qui transforme complètement les données du discours historique et qui me montre à moi que je suis tout de même engoncé dans le vieux monde et que j'aurais dû prendre garde à ce danger. Et Denis Crouzet, votre père François Crouzet, est un grand spécialiste des études britanniques et du monde britannique. J'imagine que dans la bibliothèque de François Crouzet, il y avait plusieurs langues, il y avait beaucoup d'anglais, beaucoup de français. Les 2/3 des livres étaient des livres en anglais. 2/3 des livres étaient en anglais sur ces sujets, l'économie britannique, mais aussi la révolution industrielle et l'Angleterre très contemporaine. C'est un historien anglophile, donc il mettait en avant l'Angleterre. François Crouzet. Oui, mais en fait, n'est-ce pas, vous voyez, c'est d'ailleurs une des difficultés d'étudier ces questions, il faut toujours essayer de soigneusement distinguer les effets du blocus proprement dit et les effets de la guerre maritime. Selon bien entendu, les contemporains eux-mêmes ne faisaient pas cette distinction, et par exemple, la noblesse russe qui, dans ces grands domaines, n'est-ce pas, produisait des céréales, du lin, du chanvre, du bois, dont une bonne partie était exportée en Angleterre, évidemment, la noblesse russe a été mécontente de l'Alliance française qui entraînait des difficultés économiques. Nous étions en 1969 sur France Culture, évidemment, les lundis de France Culture, avec François Crouzet, que j'ai eu la chance de rencontrer aussi au cours de mes études. C'est là quelque chose qui nous intéresse toujours, de saisir le parcours, la carrière, les choix. Ce sont des choix très durs à faire, un univers historique à explorer. Parce qu'une fois qu'on s'y colle, il est difficile ensuite d'en sortir. Vous, Denis Crouzet, vous êtes historien moderniste, professeur émérite à la faculté des lettres de Sorbonne Université. C'est le XVIe siècle. Votre père, ce n'était pas le XVIe siècle. Comment en êtes-vous arrivé là, au XVIe siècle, vous ? J'ai eu un professeur de Cagnes au milieu du désert des cours de Cagnes qui étaient désespérants, qui, parce que les réformes étaient au programme, a fait un très bon cours. Et ensuite, je suis allé voir, quand j'ai été collé à l'ENS, Pierre Chaunu. Je lui ai dit que je voulais travailler sur la violence. Il m'a dit, regarde les livres de raison. Et c'est parti comme ça. Et en réaction aussi, sans doute, contre mon père, puisque j'ai fait une histoire des imaginaires, alors que lui était un historien de l'histoire sérielle. Et oui, c'est ça, c'est une vraie différence. Vous évoquez les livres de raison. On peut rappeler ce que sont ces livres de raison ? C'est les notations que mettaient sur des pages et des pages les contemporains à propos du temps, des événements qu'il recevait, dont il recevait des nouvelles. Oui, il y a un côté familial dans les livres de raison aussi. Il y a une idée de transmission ici. Alors, c'est vrai que ce choix d'explorer un champ historique est bien compliqué. Guillemette Crouzet, vous avez choisi un autre univers. Hein. Moi, je l'ai dit, vous êtes historienne, mais historienne du Moyen-Orient. C'est le Golfe Persique, à l'âge des impérialismes, vous.
Oui, je crois que peut-être un peu comme mon père, il y a des hasards. Je crois que j'étais attirée peut-être par, disons, le monde du Moyen-Orient, le monde de l'océan Indien. Peut-être j'étais aussi influencée par mon grand-père, puisque j'ai travaillé sur le 19e siècle, donc sur une période où cet espace géographique est sous influence de l'Empire britannique, plus exactement de l'Empire des Indes. Et j'ai voulu aussi vraiment étudier la création d'un espace politique, géographique, économique, orientaliste. Et là, je crois que j'ai été aussi, moi, influencée par mes études de géographie, un intérêt pour les cartes, un intérêt aussi pour les discours géographiques, pour certaines représentations visuelles. Et je crois que c'est aussi par tâtonnement, par hasard, des rencontres aussi dans les sources que j'ai un peu construit mon objet comme ça, et aussi de rencontres historiographiques avec tout le champ historiographique dont on a brièvement parlé, d'histoire des Indes, d'histoire de l'Empire britannique, d'histoire de l'histoire de la Grande-Bretagne aussi. Oui, avec cette idée-là que cela peut sauter une génération. Guillemette Crouzet nous disait qu'elle a un peu fait comme son grand-père François Crouzet, à s'intéresser ici à ce qui se passe dans une histoire peut-être plus contemporaine et plus économique. Denis Crouzet, je me permets, mais vous aussi, on pourrait remonter la généalogie et retrouver des spécialistes du XVIe siècle. Alors donc, par ma mère, mon arrière-grand-père était Henri Ozer, qui a été un grand historien du XVIe siècle, du protestantisme, et des livres marquants, Peuple et civilisation par exemple, qui demeurent des points de référence pour les historiens d'aujourd'hui, problématiques. Dans ma thèse, j'ai discuté ce que j'appelais le modèle Ozer de pénétration dans la société du protestantisme sous sa forme calvinienne. Oui, il y a une mise en abîme là, c'est-à-dire que vous discutez les réflexions de votre aïeul. Ça donne quoi d'ailleurs, ça ? On arrive à se détacher d'un seul coup de ces réflexions-là ? Ça donne que, globalement, sa réflexion était remarquable, mais qu'on peut aussi la nuancer et ne pas l'adopter. Oui, parce que c'est vraiment ça. Elisabeth Crouzet-Pavon, il faut vraiment rappeler que l'histoire, c'est une discipline scientifique. L'histoire, le mot histoire couvre plein de sens. C'est les choses du passé, etc. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment l'approche scientifique de la chose. Et on sent bien que c'est ça qui prend le pas sur toute autre approche familiale, émotionnelle. Oui, certainement, puisque... Enfin, moi, je ne suis pas une héritière dans cette famille, donc je suis la seule à ne pas avoir une généalogie d'historien derrière moi, mais pour autant, mon goût pour l'histoire a été aussi suscité d'autres manières, mais je pense qu'en effet, ce qui nous rapproche peut-être tous les trois, au-delà de nos champs d'investigation qui sont totalement différents, c'est cette approche critique des sources, cette attention à la généalogie des interprétations, c'est le fait de conserver une exigence critique très forte, nécessaire dans la discipline historique. Elisabeth Crouzet-Pavon, vous en êtes arrivée comment à l'histoire, vous ? En fait, je pense que c'est vraiment chez moi l'espèce de souffle de la narration historique qui a accompagné mon enfance, mon adolescence. Je suis née dans une famille de résistants, avec une famille qui était une sorte de matrilinéaire, une résidence matrilocale, 3 générations sous le même toit, et un régime de temporalité très étrange, puisque le passé communiquait sans cesse avec le présent. Et mon goût pour l'histoire, je pense, vient de là, de cette espèce de narration continuée qui accompagnait le temps présent, la vie quotidienne, le récit des années de résistance. Et alors, le paradoxe est que mon père, qui était d'origine vénitienne, donc italien, naturalisé français, mais réexpédié par le régime de Vichy en Italie, qui était parti à pied lorsque Mussolini est tombé, rentré dans un maquis, etc. Lui ne parlait pas.
et ne racontait rien. Et je pense que finalement, l'histoire que j'ai choisi de faire, c'était l'histoire d'Italie, donc en quelque sorte de faire retour vers cette histoire qui m'avait été dissimulée, tue. Elle s'était tue, cette histoire, ou en tout cas vous avez voulu la rechercher, parce que l'histoire était là, il n'avait plus qu'à chercher à la reconstruire, à la réécrire. Il y avait un lien qui se passait, vous évoquez Elisabeth Crouzet-Pavon, cet univers de la résistance. La résistance, c'est pas simplement un mot, ce sont des actes, ce sont des actions, et puis l'histoire, c'est pas simplement du récit, ce sont des traces, ce sont des sources. Parfois ça se mêle tout cela. Oui, et c'est vrai que il y avait à la fois chez moi et tout de suite cet accès à une tradition orale, à une narration, mais en même temps avec un accès aux traces d'histoire, c'est-à-dire des photos des aviateurs qui avaient été cachées pendant plusieurs mois, les cartes extraordinaires de la France qui étaient dans une espèce de tissu qui permettait justement à ces aviateurs de se repérer quand ils tombaient et qui tenaient absolument pas de place. Enfin, toute une série d'objets où évidemment, les insignes de la France libre, une photo d'identité du général de Gaulle que ma mère avait dans son portefeuille, en fait, avec laquelle elle était enterrée. Donc, vraiment des traces d'histoire. Ouais, ce sont des traces d'histoire et c'est tout cela qui est passionnant, hein, de saisir comment historiens, historiennes, on travaille l'histoire, sachant que l'histoire est sans cesse autour de nous, on évolue sans cesse dans l'histoire. Guillemette Crouzet, il y a peut-être ça aussi qui est lourd, parfois l'histoire à explorer. On le sait bien, c'est le quotidien, tout est histoire autour de nous, hein, tout peut être décrypté, mais dans l'univers familial, on n'y échappe jamais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite bouffée d'oxygène où à un moment on est hors de l'histoire lors des repas de famille par exemple. Si quand même un peu, rassurez-moi. Non, si quand même un peu, mais je voudrais rebondir moi aussi, sur ce qu'a dit ma mère. Je pense que pour moi, les récits de ma grand-mère, c'était sa jeunesse, hein, en 1939-1945. C'était encore vraiment une jeune fille. Donc, comment avec ses parents, en fait, elle s'est engagée en résistance. Ce qui est quand même un acte de courage extraordinaire quand on a 18-20 ans. Moi, c'est aussi des récits que j'ai entendus. Et ma grand-mère, après, m'emmenait, elle était membre des associations d'anciens combattants. Elle m'emmenait au déjeuner, aussi aux célébrations de la libération de 45, de la même façon que ma mère m'avait dit que son propre grand-père, elle l'emmenait en fait le 11 novembre au cimetière pour les cérémonies aux morts, au monument aux morts, pour les morts de 14-18. Donc c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué. Et après aussi du côté de mon père, ma grand-mère, donc la petite fille de Henri Auxerre, pendant la guerre aussi, qui avait dû fuir parce que dénoncée par le régime de Vichy comme juive, comment sa famille avait essayé de la protéger, comment elle a traversé la ligne de démarcation. Donc j'ai entendu tous ces récits et il y a pour moi le titre du numéro spécial qu'avait fait Libération, Mémoires intimes d'un siècle bouleversé. Et moi je trouve que c'est très joli comme titre, et c'est un peu ces récits que moi j'ai entendus, en fait, des mémoires intimes qui ont traversé ce siècle. Et je crois que comme ma mère, j'ai été un peu bercée en fait par un passé qui était constamment dans le présent, où là le régime d'historicité est en fait extrêmement complexe, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencée. On entend ici être témoin, être à l'écoute de tout ce qui se raconte, Denis Crouzet. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très beau dans ces liens, cette transmission. Historien que vous êtes, il y a des automatismes et des réflexes, on l'a dit, discipline scientifique, l'analyse. Est-ce qu'on arrive justement à mettre de côté cette analyse au moment où il y a la transmission de l'émotion? On est moins historien d'un coup peut-être. Moi je vivais dans une histoire en quelque sorte vivante en permanence. Les amis de mes parents étaient des historiens et mon père a parlé d'une histoire naturelle justement dans cette interview à Libération, comme si finalement elle était innée, innée. Et alors je voulais juste raconter un épisode tout récent.
mon frère, qui est un scientifique biologiste, et à la retraite, s'intéresse à la généalogie. Évidemment, à la généalogie de Crouzet. Et sur les Crouzet, il trouve beaucoup de paysans qui ont tous le même prénom et qui se perdent dans la nuit. Dans la nuit. Mais il a trouvé, en remontant la généalogie aux airs, quelque chose d'extraordinaire. Mon arrière-grand-mère, Thérèse Franck, descend presque en ligne continue d'une célèbre autobiographe écrivant ses mémoires en yiddish, Glickel de Hameln, qui est une première trace d'histoire en quelque sorte avant les plus récents, et c'est il y a 3 semaines qu'il a découvert cela. Glickel, donc une première attache, et ce qui m'a fait penser en réalité qu'il pouvait y avoir peut-être une sorte d'un inconscient transgénérationnel parallèlement au conscient de tout ce qui est rentré familialement en nous. Oui, non, mais alors attention, c'est vrai qu'on touche ici à quelque chose qui dépasse le cadre scientifique, on sait bien, dès qu'on évoque ces choses qui sont un peu vaporeuses, mais moi, auquel je tiens, parce que les héritiers, on évoquait le bouquin de Bourdieu, c'est une analyse scientifique, mais nous sommes malgré tout les descendants de toute cette histoire. Nous sommes quelque part dans cette histoire, et ça nous conduit où ici avec cette démarche historique ancienne? On est à quel siècle à peu près? On est au tournant fin 17e, début 18e, et Glickel écrivant en yiddish un texte fabuleux que Nathalie Zemon-Davis a étudié dans son livre sur les 3 femmes. Alors donc, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas, qui peuvent expliquer aussi par rapport, vous voyez. Moi, je crois que, enfin, c'est pour citer cet écrivain que j'aime beaucoup, qui est Sandor Márai, que les morts vivent en nous, et que faire de l'histoire, c'est faire aussi parler ces morts qui vivent en nous. Ah, c'est très beau, c'est très très juste à dire, hein, parce que c'est à peu près ici, avec la littérature, les seuls moments où on arrive à entendre la voix des morts. Quand on lit des archives, quand on lit un témoignage, quand on lit parfois un interrogatoire de police, on a la voix de ces personnes qui ont disparu. Et alors, je peux raconter un épisode tout de même fabuleux aussi. Mon père avait été le secrétaire de Lucien Febvre dans les années d'après-guerre, et Lucien Febvre lui a fait faire avec lui un livre qui était une commande de l'UNESCO destinée à dénationaliser l'histoire française, partant du principe que c'était le sentiment national qui avait fait ces millions de morts. Et ce livre avait été écrit, mais perdu, parce que refusé par l'UNESCO. Et mon père pensait l'avoir jeté. Quand il est mort, dans une chambre du 6e, dans une poussière épouvantable, en ouvrant une caisse, je trouve le manuscrit qui est fabuleux, parce que il enseignait à un jeune garçon de 15-16 ans cette autre histoire que celle que l'on voit maintenant proliférer dans les médias, l'histoire d'une France innée qui ne devrait pas se corrompre avec des apports extérieurs. C'était tout le contraire que ce livre enseignait. On l'a publié. Il s'appelle « Nous sommes tous des sans-mêlés ». Et vous voyez qu'il est à contresens. C'est le sens de l'histoire qui, en quelque sorte, ne pas aller comme l'enseignent les falsificateurs, en fait. Et là, une vieille valise de l'entre-deux-guerres, d'un cartonnage encore lustré de couleur marron foncé, fermée par des serrures déformées et rouillées, enfouie sous une autre vieille valise elle-même ensevelie sous un bric-à-brac d'objets hétéroclites. Et dans cette valise qui peine à se laisser ouvrir, des pages manuscrites et tapuscrites qui n'auraient pas attiré l'attention s'il n'y avait eu, sur le premier feuillet, bien lisible, 7 lignes tracées d'une écriture fine, l'écriture d'un historien, Lucien Febvre. De ce livre, Lucien Febvre, membre de l'Institut, professeur honoraire au Collège de France, a dressé les plans, rédigé personnellement la première partie et révisé tout l'ensemble. François Crouzet, agrégé de l'université, assistant à la Sorbonne, a fourni la première rédaction des parties 2 et 3.
Lecture de l'avant-propos de cet ouvrage « Nous sommes des sangs mêlés », une lecture de Raphaël Laloum et Tina Young dans le cours de l'histoire sur France Culture. « Nous sommes des sangs mêlés », c'est déjà un titre absolument magnifique, hein, Denis Crouzet. Le livre a paru longtemps après son écriture. Babette et moi-même l'avons édité, avons fait un commentaire explicatif et surtout défini ce livre comme une sorte de déclaration de guerre pour aujourd'hui contre le non-sens de la fermeture sur soi. Le titre étant une phrase tirée du manuscrit. Le manuscrit n'avait pas de titre, mais cette phrase figure dans le cours du texte et a semblé donc être la meilleure phrase à mettre en exergue et à retenir comme titre. Oui, je crois que Guillemette, dans ses travaux, en quelque sorte, transcrit ce fait que l'histoire est une rencontre en permanente et non pas une exclusion. Guillemette Crouzet. Oui, je crois que moi, ce qui me frappe dans cet ouvrage que j'ai lu, c'est que on discute beaucoup à l'heure actuelle de savoir si c'est de l'histoire globale, de l'histoire connectée, de l'histoire monde. Il y a effectivement beaucoup d'ouvrages qui sont parus récemment sur la France où il y a France et global ensemble dans le titre. Je ne sais pas si c'est vraiment le problème. Je crois que c'est une histoire finalement de monde connecté de multiples manières. Et c'est quelque chose sur lequel moi je travaille. Et je pense, comme le disait ma mère, faire de l'histoire, c'est faire parler les morts. Je crois que aussi faire de l'histoire est un peu comme la géographie. Paul Clavel disait faire de la géographie, ça sert à comprendre le paysage qui nous entoure. Je crois que faire de l'histoire aide aussi profondément à comprendre le présent, et que dans les connexions que l'on peut trouver dans l'histoire de France, dans l'histoire de Venise, dans l'histoire de l'océan Indien qui remonte à l'Antiquité et bien plus tard, on retrouve aussi beaucoup de ces connexions dans le présent qui sont un bagage extrêmement important et qui sont effectivement quelque chose que l'on doit conserver et contre, à l'heure actuelle, les discours de renfermement, de racisme, de xénophobie qui ne sont que trop courants. Guillemette Crouzet, vous êtes en train de dire, à juste titre, que tous ces livres d'histoire sont connectés. En réalité, on évoquait ces différentes bibliothèques possibles dans la maison des Crouzet, avec une bibliothèque italienne, vénitienne, avec une bibliothèque du XVIe siècle, avec pour vous la bibliothèque du Moyen-Orient, du Golfe Persique. Mais en fait, tout cela est connecté. C'est ça qui est fascinant dans l'histoire. Pour le dire autrement, et vous l'avez évoqué, l'histoire ne peut être que globale. L'histoire nationale est intéressante, mais elle ne peut s'écrire toujours qu'en relation avec l'ailleurs et avec l'autre. Oui, et on peut choisir, je crois, plusieurs thèmes pour l'aborder, que ça soit l'histoire des objets, par exemple, qui aide profondément à faire une histoire connectée globale, que ça soit une histoire sociale, des mobilités, des migrations, même une histoire des frontières est une histoire connectée en réalité. En tous les cas, pour moi, il n'y a que des mondes qui ont une certaine connexion et qui sont connectés entre eux. Et c'est pas forcément écrire l'histoire d'une mondialisation heureuse. Mais je veux dire, l'histoire de France est une histoire profondément globale, profondément connectée. L'histoire de Venise aussi. Et les connexions sont là très profondes et se font de manière très subtile, que ça soit par des connexions, je l'ai dit, par des mobilités, par des connexions aussi terrestres, des connexions maritimes, etc., etc. Et c'est ça que moi je trouve très intéressant dans le manuscrit de Fèvre et de mon grand-père, c'est que l'histoire de France est envisagée dans ce point de vue de cette ouverture. Bon, là c'est l'histoire aussi d'un brassage de population, et on peut aujourd'hui l'écrire aussi d'autres façons. Oui, parce que c'est cela, l'histoire ne cesse jamais de s'écrire, de se réécrire. Et quand on lit les ouvrages du passé, c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils sont datés. Ils sont pas tous datés quand même. Il y a quand même de la pertinence. On évoquait ici cet héritage, et vous le disiez, Denis Crouzet, par votre père, François Crouzet, il y a ce lien avec Lucien Fèvre et donc l'école des Annales. Mais pas seulement, parce que si on remonte la généalogie avec Henri Hauser, on est pareil, très proche des Annales. Oui. Il publiait plutôt dans la revue historique, mais
il correspondait avec Lucien Febvre. J'ai des fragments de correspondance que j'ai publiés. Lucien Febvre sur le front en 14 et des lettres admirables racontant l'atrocité de ces tranchées. Et donc aussi le témoignage sur l'histoire vécue que j'ai. C'est pour cela que j'ai fait écrire ces mémoires par mon père, parce que il avait traversé des mondes d'historiens différents qu'il racontait. C'est aussi un peu ce que Elisabeth a fait dans le passé en scrutant cette histoire vénitienne, vous voyez. Elisabeth Crouzet, avant une autre histoire de la Renaissance, parole d'objets. Bah tiens, on retrouve les objets qu'évoquait Guillemette Crouzet, ça paraît chez Albin Michel, mais c'est cela aussi. C'est cette main tendue vers le passé, mais vers nous aussi. Enfin, c'est ce lien, c'est ça qui est très beau avec l'histoire. Absolument. Et, Guillemette évoquait les objets, parce que peut-être nous avons cela en commun, que de travailler toutes les deux. Elle sur ce qu'on appelle des commodités, moi ce ne sont pas encore vraiment des commodités, mais en tout cas sur ces objets qui voyagent, puisque pour le XVe siècle italien, peut-être moi ce qui m'a le plus intéressé, c'est non pas tant les objets mémoriels, les objets faisant signe vers l'Antiquité, donc ce que l'on définit traditionnellement comme identitaire de la Renaissance naissante, mais les objets venus d'ailleurs. Et donc cette formidable circulation de céramique, de tapis, ce goût, cette appétence justement vers les premières porcelaines, et donc déjà les connexions de la Méditerranée avec tous les autres mondes. Et j'ai trouvé, et c'est là où finalement il y a une sorte de porosité entre peut-être les champs de recherche de Guillemette et les miens, que cette façon de faire de l'histoire à travers les objets et les relations tendues avec les objets permettait justement de remettre en mouvement un peu nos lectures traditionnelles. Guillemette Crouzet, dites-moi, comment ça se passe, les échanges avec votre maman? C'est quelque chose de formel ou c'est au détour d'une conversation, lors d'un repas de famille, que le thème arrive et puis qu'on réfléchisse sur la démarche? Non, c'est plutôt informel, et effectivement on a quand même des choses en commun. Il y a je crois cet intérêt, alors pour ce qu'on peut appeler la culture matérielle, effectivement les objets ou les commodités globales, et par là même, je le pense profondément, une certaine histoire d'une première mondialisation, et je crois qu'on a aussi en commun l'histoire de l'environnement. Ou alors dit autrement, disons un réel intérêt, et le fait de prendre vraiment très au sérieux pour justement deux personnes qui travaillent dans une démarche historique, l'environnement, les paysages, le milieu, et de comprendre, de travailler en fait à l'intersection justement entre le milieu, les hommes, les échanges matériels et les échanges économiques, et combien cela est important et est aussi fructueux pour écrire l'histoire. Je crois qu'on a ça aussi vraiment en commun, et notamment ce qu'on peut appeler un milieu aquatique ou alors un milieu terraqué. Donc ma mère avec Venise, la lagune, ses îles, les Barènes, la boue, et moi avec l'océan Indien, donc ses mers intérieures, ses îles, ses mangroves, aussi son climat tout à fait particulier, et ses mouvements d'eau très particuliers également avec la mousson. Donc c'est quelque chose qu'on a en commun et dont on parle beaucoup. Oui, parce que dans votre cas, Denis Crouzet, c'est pas tellement aquatique, hein. Si, c'est un bain de sang. Non, mais c'est la violence du XVIe siècle, guerre de religion. Oui, j'ai travaillé originellement, donc après cette intuition de Pierre Chaunu sur la violence religieuse, mais pas dans un souci seulement de décrypter les codes de cette violence, les différences entre catholiques et protestants, le contenu eschatologique du désir de massacrer l'autre, mais aussi pour faire lire à travers cela ce qui
est rémanent dans notre présence, ce qui est finalement de l'ordre de certains désirs, de certaines pulsions qui demeurent malgré tout en nous, mais que l'on voit se réaliser à l'extérieur avec les surapparitions de mystiques eschatologiques, religieuses, qui peuvent être de toute religion. Donc c'est pas non plus une histoire qui est complètement fermée sur elle-même, qui veut donner à penser. Et aussi, dans mon dernier livre, c'est un deuxième livre sur la Saint-Barthélemy que j'ai publié, j'ai voulu remettre les pendules à l'heure face à une nouvelle interprétation qui voyait dans le massacre de Paris un rôle décisif d'une dizaine d'hyper-tueurs ayant revendiqué eux-mêmes d'avoir massacré 300, 400 personnes et arrivant à totaliser la totalité des morts. Non, c'est un pogrom, c'est tout le peuple catholique de Paris qui soit s'est tenu à distance mais n'est pas intervenu pour empêcher, soit a été les armes à la main, massacré le voisin, mais aussi le plus lointain dans la ville, celui qui cherchait à fuir. Donc un pogrom que j'ai décodé à travers les pogroms de notre contemporanéité, ce qui se symbolisait dans ces pogroms, le désir d'invisibilisation désormais de l'autre, le désir d'annihilation, de mettre fin à la présence de l'autre dans le monde, une immense atrocité qui a été celle de notre XXe siècle, mais aussi qui est déjà dans ce massacre parisien atroce. Donc réagir contre une histoire qui, disons, se ferme sur elle-même et falsifie ces morts tragiques en ne les laissant pas à leur vérité, c'est-à-dire d'avoir été victimisés par un peuple. Paris criminel. 1572, c'est publié aux Belles Lettres, et puis cet ouvrage qui a vraiment a marqué, on le sait bien, les guerriers de Dieu, la violence au temps des troubles de religion. Bon, il y a des dates, vers 1525, vers 1610, mais en réalité, nous savons bien que cet ouvrage porte jusqu'au contemporain. Il a été publié en 1990, vous l'avez fait paraître à ce moment-là, et on voit bien que la réflexion dans les guerriers de Dieu nous permet de comprendre ce que vous venez d'évoquer, le phénomène génocidaire sur le temps long, comment l'autre ne peut être qu'animal, et dès lors tout est possible et toutes les horreurs sont possibles. Dans la construction d'une pensée, c'est long, c'est dur de faire un livre, mais on sait bien que c'est jamais un travail seul. Le livre lui-même, c'est un travail avec le monde de l'édition, et puis la recherche, c'est un travail sans cesse en discussion avec les collègues. Elisabeth Crouzet-Pavant, comment ça se passe quand les collègues sont à la maison? Vous voyez ce que je veux dire? C'était discussion constante. Oui, alors, avec Denis, nous ne travaillons pas du tout, enfin déjà, non seulement nos champs de recherche sont différents, mais déjà la base documentaire est totalement différente. Je suis beaucoup plus que Denis une historienne d'archives. Et ce que j'aime d'abord, c'est le rapport vraiment aux archives, cette quête... cette fièvre qui vous saisit vraiment quand, surtout dans les archives italiennes, où vous remuez en fait des kilos et des kilos de papier, de parchemin. Vous rentrez dans des séries qui parfois n'ont pas été consultées depuis qu'elles ont été mises en forme et en ordre par les archivistes au XIXe siècle. Donc pour moi, il y a ce premier rapport, vraiment fondateur aux archives, et j'ai toujours eu l'impression que mes problématiques, mais questionnant, naissait en quelque sorte vraiment de ce face à face, de ce corps à corps, en quelque sorte, avec les archives. Mais alors ensuite vient évidemment le temps de la discussion, et il est vrai que
d'expliquer à l'autre, surtout quand il travaille sur des sujets totalement différents, ce qui est au cœur même de la recherche, ce qui est la recherche en train de s'élaborer, est très intéressant, très formateur et permet souvent justement d'élucider des questionnements qui sont encore un peu obscurs et balbutiants. Mais je pense que le travail finalement de l'enseignant est un peu similaire. Il me semble que quand même beaucoup de mes livres ont gagné à être exposés dans une forme encore un peu première, en séminaire, dans le dialogue avec les étudiants, pas seulement d'ailleurs les doctorants, mais même les masterants qui très souvent justement avaient des questions pertinentes, permettaient de mieux saisir les articulations, d'élucider, là encore, je répète ce terme, des problèmes. Donc, c'est vrai que ce travail de dialogue est, je pense, absolument essentiel, comme l'est aussi la relecture des manuscrits des uns et des autres. Denis Crouzet. Oui, je crois que là nous avons tous les deux eu des séminaires et que finalement il y a une sorte de famille informelle. Ceux qui nous écoutaient, ces doctorants dont nous avons fait publier toutes les thèses et qui j'ai fait passer une soutenance de thèse il y a 2 jours ou d'habilitation. Le candidat a rappelé des épisodes marquants de ce séminaire, de son famille informelle, je veux dire, parce que on partageait ce qu'ils disaient dans leurs exposés sur leur recherche, mais ils nous disaient parfois aussi ce qu'ils pouvaient nous apporter. C'est ça qui est assez exaltant dans ce métier. Ce sont ces rencontres avec ces étudiants qui deviennent des maîtres ensuite pour certains. Oui, les séminaires à la Sorbonne en l'occurrence pour vous deux, c'est ça. Hein, s'il faut rappeler ce que c'est un séminaire, c'est autour de la recherche, c'est-à-dire au moment de la thèse, bien souvent, un peu avant parfois. Et il y a ces étudiants que vous encadrez. Voilà, et nous avons eu la chance tous les deux d'avoir beaucoup d'étudiants, beaucoup de doctorants. Samedi, pour moi, c'était le numéro 39, ce qui, en histoire du Moyen-Âge, je pense, doit rentrer plus ou moins dans le Guinness des records. Mais, comme Denis, certains d'ailleurs de ces maintenant docteurs qui beaucoup ont fait carrière, certains d'entre eux évoquent encore justement m'envoie une photo du château de Ferrare pour ceux qui ont assisté à la lecture en direct du manuscrit de Décapité de ces 3 femmes, donc dont une qui était marquise de Ferrare, qui ont connu un sort tragique. Enfin, c'est vrai que les échanges ont été vraiment, je crois, réciproques et que nous les avons accompagnés, mais qu'ils nous ont aussi accompagnés. Les Décapité, 3 femmes dans l'Italie de la Renaissance, c'est un de vos ouvrages, Elisabeth Crouzet-Pavant. 39 pour vous. Denis Crouzet, vous sauriez dire combien d'étudiants jusqu'à la thèse? Écoutez, je serai à 48 mercredi qui vient. Bon, bah c'est bien. Donc décembre 2024, on en est à 48. Guillemette Crouzet, j'ai entendu vos parents expliquer que ces séminaires-là, c'est comme une petite famille. Ça vous fait pas mal de cousins, cousines, demi-frères, demi-sœurs. Hein. Ça vous arrive souvent quand vous croisez quelqu'un de dire « Ah, mais moi j'ai été étudiant de votre père. Moi j'ai été, alors pas pour la thèse, Denis Crouzet, mais j'ai suivi vos cours à la Sorbonne. » Donc on sait combien les enseignants marquent. Guillemette Crouzet. Très souvent, aussi, il m'est arrivé encore il y a 6 mois là, à l'Institut universitaire européen de Florence, une dame qui est professeure à l'université de Leiden, qui était sur un poste, comme on dit, visiting à l'Institut, et qui m'a dit qu'elle avait fait son master avec mon grand-père. Donc, vous voyez, il y a mes parents, il y a mon grand-père, il y a aussi, effectivement, au hasard des rencontres, des étudiants de licence, de master, de thèse. Donc, c'est vrai que ça a l'aspect d'une famille, et je crois que pour moi, ça a été aussi important, c'est finalement de voir que dans le travail
travail d'historien, il y a l'aspect chercheur, mais il y a aussi l'enseignant. Et il y a l'enseignant au séminaire, l'enseignant aussi en cours de licence, dès la licence première année, et après l'accompagnement des doctorants dans la formation à la recherche. Il y a aussi, je crois, l'aspect des colloques, des interventions en France et à l'étranger. Et là, un autre peut-être tissu relationnel, la famille qui s'agrandit, les collègues à l'étranger. Et ça fait cette grande famille qui, je crois, peut-être pour moi, dans ma formation ou sur l'influence, enfin, ont été une grande influence. Vous voyez, cette très grande famille élargie, des étudiants de licence aux collègues à l'étranger, qui forment cette nébuleuse. De personnes en fait qui travaillent sur des thèmes similaires, mais pas exactement non plus les mêmes, et qui font justement la richesse en fait de ce tissu familial, si on peut dire. Oui, qui parle la même langue, enfin celle de la discipline historique. Guillemette Crouzet, votre mère, c'est Élisabeth Crouzet-Pavant, votre père, c'est Denis Crouzet, et dans la ligne paternelle, votre grand-père, c'est François Crouzet, et votre arrière-grand-père, c'est Maurice Crouzet. Notre entreprise, naturellement, ne pouvait pas être l'œuvre d'un seul homme. C'est pourquoi, lorsque la direction des presses universitaires de France m'a proposé de m'occuper de cette œuvre, je me suis adressé à un certain nombre de collègues ou de camarades. Je me suis donc réservé le volume dit du XXe siècle, qui commence en 1914, et dont je suis obligé, chaque fois qu'il y a une réédition, de procéder à une révision, des suppressions, à des modifications très importantes, étant donné la rapidité avec laquelle les événements se précipitent, en particulier dans le tiers-monde. Maurice Crouzet, en 1967, et oui, dans les matinées de France Culture, à propos de l'histoire générale des civilisations, alors que je me perde pas dans l'arbre généalogique de Denis Crouzet, nous sommes avec votre grand-père ici. Oui. Maurice Crouzet, il est intéressant parce que il y a là aussi, on l'a bien évoqué avec vous, Élisabeth Crouzet-Pavant, aussi il y a l'histoire, la transmission de l'histoire, et puis il y a l'action dans l'histoire. C'est-à-dire, de votre côté, Élisabeth Crouzet-Pavant, il y a cette résistance-là. On le voit aussi avec Maurice Crouzet, il y a des choix politiques à faire. Alors, il a eu une période politique à la Libération. Il est chef de cabinet de Pierre-Henri Teitgen, ministre de l'information. Et donc, là encore, ce dont Babette parlait, le passage à l'action avant de se consacrer au métier d'inspecteur général. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter. On a peut-être présenté là les aspects idylliques de cette paternité plus ou moins lointaine de l'histoire, mais ce n'est pas non plus facile. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune agrégé, j'avais l'impression d'être un fils d'archevêque, en quelque sorte. On me regardait avec soupçon, comme ayant l'avantage d'être dans une famille où l'histoire régnait. Et pour Guillemette, un collègue dont je tairai le nom parce qu'il est dans un autre monde aujourd'hui, l'a traité une fois, elle n'était pas devant elle, mais on lui a rapporté de fille de Coulac. Donc, étant du mauvais côté de l'histoire, en quelque sorte. Vous voyez, c'est pas facile non plus, cette paternité. Oui, et puis je crois que c'est ça, vous héritez des amis, de la famille élargie, mais vous héritez aussi des ennemis. Et dans des décennies tout de même, les choses se sont apaisées maintenant. Mais enfin, dans les décennies 60, 70, 80, il en allait un peu autrement, et le monde des universitaires était quand même traversé par des fractures beaucoup plus fortes qu'elles ne sont aujourd'hui. Donc, l'héritage est aussi celui-là, en ligne directe ou par alliance. Oui, c'est ça, parce que vous l'avez ressenti vous aussi, Élisabeth Crouzet-Pavant. Absolument. Donc vous héritez de tout, en effet, toute une nébuleuse d'amis
d'ennemis et ça ne va pas sans influer évidemment sur votre carrière. Oui, et puis être universitaire, ce n'est pas simplement faire de la recherche et publier des livres et donner des cours. Il y a aussi des fonctions administratives, il y a des postes. Quand on se trouve ensemble dans la même université, est-ce qu'il y a des tensions? Parce que l'université, c'est plein de tensions. Moi, j'ai l'impression de partout, mais c'est normal. Les postes sont difficiles à obtenir. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la difficulté de travailler en famille? Il me semble que pour nous deux, ce n'a pas été vraiment un problème quand nous enseignions dans la même université. Peut-être parce que tout de même, cette université était alors, je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, malgré tout un lieu où on ne s'aimait pas forcément, mais où tout de même une sorte de courtoisie générale régnait, ce qui permettait tout de même un peu de désamorcer les tensions. Paris 4, oui. Paris-Sorbonne. Oui. Ça allait. Et puis je crois que tous les deux, on a tout de même eu une volonté de se tenir en quelque sorte plus dans nos recherches, dans notre enseignement, que dans les engagements possibles de l'université. On a peut-être été un peu des professeurs nimbus sur leurs travaux plutôt que ayant voulant se donner une visibilité par la parole autre que celle de l'enseignement. Nous avons un peu évoqué, même longuement, comment ça se passait en famille, dans le monde professionnel aussi. Guillemette Crouzet, il y a peut-être un moment qui est particulier, c'est celui du voyage, parce que on l'a dit tout à l'heure, le boulot d'historienne, c'est d'aller aux sources, et donc dès lors, faut se déplacer. Les souvenirs de vacances, il y a des vacances ou les vacances c'est un prétexte pour aller faire un peu de recherche? Non, il y a des vacances, je répète, j'ai pas eu une enfance martyre. Non, mais c'est l'Italie, le domaine de recherche de votre maman, donc ça va, c'était pas mal. Oui, alors déjà, donc des vacances en Italie, à Venise, où il y a quand même une belle plage, donc je peux pas me plaindre. Et puis, il y a eu aussi, je crois, des belles occasions. On parlait récemment des colloques ou en fait au hasard de colloques auxquels mes parents ont pu participer, on a fait de très beaux voyages. Moi j'ai le souvenir d'un voyage au Canada où je crois il y a eu un grand congrès, je sais plus si c'était l'association d'histoire économique. Non, les sciences historiques. Ouais, les sciences historiques où en fait donc on a fait un très beau voyage au Canada et c'est la première fois où moi j'ai pu entendre Nathalie Zemon Davis parler justement, je le crois, de son livre sur les trois femmes. Et puis après, moi j'ai eu la chance en raison de mon champ de recherche de faire vraiment aussi de très beaux voyages, notamment en Inde pour les archives, au Moyen-Orient. Là les archives étaient moins conséquentes, donc surtout en Inde par exemple à Bombay aux archives, et donc là je crois que la chance de pouvoir aussi, comme le disait ma mère, se plonger dans les archives, il y a un double plaisir qui est celui vraiment du voyage et de la découverte, et aussi de découvrir en fait d'autres archives, un autre fonctionnement on va dire que celles d'archives qui sont situées en France ou en Europe. Donc ça a été pour moi aussi une source vraiment de très très grand plaisir, et aussi des colloques auxquels moi j'ai eu la chance de pouvoir participer. Il y a maintenant quasiment 2 ans, j'ai pu aller au Pakistan, à Lahore, dans le cadre c'était plutôt cette fois-ci en fait un festival de l'histoire où j'ai eu la chance de participer et de découvrir Lahore, qui est une ville vraiment extraordinaire, qui a des trésors architecturaux et historiques absolument incroyables. Oui, c'est le plaisir, on voit bien qui conduit ça, le plaisir de la découverte. Denis Crouzet, on le sait bien, il faut être honnête, quand on est spécialiste d'un domaine, bien souvent les autres périodes de l'histoire nous sont moins connues. En étant médiéviste, on connaît pas très bien l'époque contemporaine parfois, ou en étant moderniste, l'Antiquité est un univers à découvrir. Pour le dire autrement, est-ce que c'est un plaisir de découvrir à travers les travaux de votre fille, Guillemette, ou de votre épouse, Elisabeth, des champs, l'étonnement, le plaisir de la découverte? Mais je suis le premier d'ailleurs, parce que je relis Chasse aux coquilles essentiellement,
et ces objets formidables de la Renaissance d'Élisabeth. En plus, j'ai accompagné leur jeunesse parce que on a pris la voiture pour aller au musée de la céramique de Faenza. On est allé dans X musées pour essayer de retrouver sur une peinture tel type de vase en verre venant non pas de Venise mais d'Orient, etc. Et puis avec Guillemette, c'est la même chose. En la lisant, je me suis dit, je vais vous le dire franchement, que c'était plus intéressant que ce que je faisais de partir dans un monde encore historiographique, encore en friche, de Bassora à d'autres ports, de découvrir ces pêcheurs de perles, ces pirates. J'avais l'impression de me replonger dans Jules Verne en la lisant avec ce capitaine Chenet qui monte une expédition, un vapeur démonté qui accoste sur la côte libanaise et qui passe à d'autres chameaux les reliefs jusqu'à l'Euphrate où il remontait et descend. C'est du Jules Verne, l'histoire, tandis que moi, ce sont des atrocités qui finissent par me remplir la tête de désespoir parfois. Élisabeth Crouzet-Pavant, on sent l'admiration du père pour le travail de sa fille qui est complètement légitime, mais cette admiration ne doit pas permettre de mal analyser l'objet. C'est ça qui est intéressant. C'est le travail de l'historienne. C'est-à-dire que jeunesse du Moyen-Orient de Guillemette Crouzet, le travail est bon. Et son père est admiratif. Mais ce qui est normal, les deux se mêlent. Sa mère l'est aussi, bien évidemment. Et c'est vrai que je partage un peu la lecture de Denis. Dans ma génération, c'était déjà assez exotique de partir simplement pour l'Italie parce que les choses étaient beaucoup plus compliquées, qu'il fallait prendre le train, qu'on pouvait pas numériser les archives, qu'au mieux on obtenait des photocopies, des microfilms, que on était donc contraint, enfin la contrainte n'était quand même pas insupportable, à rester des années en fait pour recopier. Et donc voilà, c'était déjà une expédition en quelque sorte. Mais notre histoire un peu recentrée paraît évidemment bien terne à côté de l'histoire qui peut s'écrire aujourd'hui quand on travaille justement sur l'océan Indien ou sur l'ensemble du sud-est asiatique, oui. Bon, et puis pour terminer, Élisabeth Crouzet-Pavant, ça va, Denis Crouzet a encore travaillé sur les violences des guerres de religion. Ça va, quand même, c'est pas obsédant au quotidien, rassurez-nous. Il n'en parle pas tout le temps. Il n'en parle pas tout le temps, mais il en parle quand même beaucoup. Et je trouve que justement ces derniers mois ont été un peu éprouvants, alors que moi je le conduisais plutôt dans la Galerie nationale de Lombrie à voir des tableaux extraordinaires. Lui me racontait les pogroms les plus affreux de la fin du 19e siècle ou les massacres du Rwanda. Donc, je pense que son objet de recherche est quand même un peu plus... conduit à des perturbations plus fortes que le mien. Bon, alors, on a le programme de lecture. Merci vivement à tous les trois. On commence par Denis Crouzet, Paris criminel 1572. On va faire un autre regard sur la période, une autre histoire de la Renaissance, Élisabeth Crouzet-Pavant. Et puis, d'un seul coup, on s'ouvre au monde avec Guillemette Crouzet, jeunesse du Moyen-Orient, qui est publié chez Champvallon. Merci vivement à tous les trois d'être venus dans le cours de l'histoire nous parler de ces histoires de famille. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, professeur. J'espère que vous n'allez pas me dire que mon arbre généalogique n'est pas terminé. Здрасте, нет, Saturnin est terminé. Oh, mais alors, vous avez réussi à remonter très très loin? Énorme travail pour remonter première génération saturninienne. Professeur, vous êtes génial, professeur. Non, pas génial, généalogique.
Généalogique, voilà, un néologisme. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Holbeck avec la préparation de Sam Bakia. C'était aujourd'hui à la technique Nicolas Bonnet. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Gillian Tilly, Chloé Rouillon et Maïwen Guiziou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.